qu'on prend une grande inspiration après ce film. Très touchant. Donc bonsoir à tout le monde, je me représente, quelques mots rapidement sur moi. Noémie Michel, je suis enseignante-chercheur indépendante, travailleuse culturelle et activiste. Mes traditions d'ancrage, c'est le féminisme noir et je suis basée ici à Genève. Donc bienvenue au forum Dénoncer et abolir les violences policières. Merci au FIFDH pour l'opportunité de cette discussion et merci aussi aux interprètes pour la traduction entre le français et l'anglais. Donc pour cette discussion, j'ai l'honneur d'échanger avec deux invitées flamboyantes. Merci à toi, Gétou, d'avoir accepté mon invitation. Tu es membre du collectif Afro-Suisse, un collectif qui lui-même est membre de la commission d'enquête indépendante chargée de faire la lumière sur la mort de Roger Willem Enzoï. Donc bienvenue à toi. Et à l'écran apparaît notre deuxième invitée, Vanessa, bienvenue. Vanessa, tu es professeure en théorie critique noire et justice sociale à l'Université de Queen's au Canada, membre de la Commission internationale indépendante sur la mort d'Ouri Diallo, activiste antiraciste et abolitionniste. Merci d'être là avec nous virtuellement. Il me semble que tu es actuellement en Allemagne. Bienvenue Vanessa. Thank you very much. Alors, en prélude à notre conversation, il est important de rappeler que ce forum n'aurait pas vu le jour sans la mobilisation, il y a 2 ans, d'une coalition de collectifs que je vais nommer Justice pour Mike, Kiboko, le collectif Afro-Suisse, Akiltour, Outrage et leurs alliés. Ces derniers ont protesté contre l'invisibilisation des luttes locales en Suisse ici pour les vies noires et contre les violences policières. Une invisibilisation qui était en fait produite par la programmation du FIFDH qui n'avait pas thématisé la question des violences policières en Suisse lors d'un forum intitulé « Qui gardera les gardiens ?», qui conviait notamment 2 figures clés dans la lutte pour les vies noires, Angela Davis et Assa Traoré. Lors de leur intervention organisée en dernière minute, les camarades qui parlaient au nom de ces collectifs l'ont bien souligné, je les cite. « Nous luttons parce que les droits humains, c'est pour nous tous, et parce qu'en Suisse aussi, la police tue. » J'aimerais donc remercier ces collectifs, dont certains membres sont là dans la salle, pour leur intervention il y a 2 ans, mais surtout et avant tout pour leur travail de terrain acharné pour la vérité et la justice, un travail de soin, dans des contextes où le racisme systémique surexpose les vies noires racisées et précarisées à la mort, que cette dernière soit spectaculaire ou qu'elle anéantisse à petit feu. J'aimerais aussi remercier l'équipe et les protagonistes du film que nous venons de voir, notamment pour la justesse de la représentation, de la mise en image et en voix sans sensationnalisme des membres de la PERM, des jeunes qui vivent dans le quartier. Donc je les remercie. Je remercie aussi ce film pour le soin qui est donné à amplifier la force créative et organisationnelle de ces personnes qu'on voit à l'écran. Donc pour moi, c'est vraiment un film qui participe à montrer l'épaisseur et la richesse des vies racialement minorisées. Donc merci beaucoup pour cela. Et d'ailleurs, je vous invite encore, si vous avez le temps à la fin de cette discussion, à aller dans la cour où vous verrez l'exposition de Solo, le protagoniste, un des protagonistes du film. Le forum de ce soir, donc, qui s'intitule « Dénoncer et abolir les violences policières ». Et nous allons ancrer cette discussion dans une perspective bien spécifique que nous partageons toutes les 3 ici, celle des traditions radicales noires. Et même plus précisément des traditions féministes radicales noires. Et on reviendra sur leur définition. On va discuter de 2 dimensions importantes et interdépendantes des traditions radicales noires, telles qu'elles se matérialisent actuellement dans les mouvements de lutte pour les vies noires. D'une part, les commissions d'enquête indépendantes, et d'autre part, l'horizon de l'abolition de la police. Donc je vais faire un premier tour de table. Gétou et Vanessa. Je vais proposer qu'on commence par Vanessa. Pour que vous vous présentiez, j'aimerais vous poser 2 questions. Est-ce que vous pourriez chacune vous présenter votre travail? Que représentent les traditions radicales noires pour vous? Comment votre pratique, mais aussi votre vie s'articule à ces traditions?
Et aussi, j'aimerais vous demander à qui vous voudriez dédier notre discussion ce soir. Je propose à Vanessa de commencer. Donc Vanessa va parler en anglais et ce sera traduit simultanément. Thank you very much, Noemi, for this kind introduction. I'm very, very grateful and happy to also be in conversation with both of you again, as always. My name is Vanessa Eileen Thompson. I'm an organizer, an abolitionist organizer. Way before I was an academic, I've been now engaged in the struggle against state racism, which obviously entails police, but also other forms of state racism like border violence, racism in welfare institutions and other institutions, and how this is linked also to capitalist exploitation and domination. I'm also a professor in Black Studies at Queen's University in Canada. Before I worked many, many years in the German university system, particularly at Goethe University, Frankfurt. I think when it comes to Black radicalism and the Black radical tradition, it's important to consider that we're actually talking about one of the longest radical movements, international movements in modern history. I would even say, and other abolitionists as well, that this movement is even older than the socialist movement, although it has many, many connections to global working class struggles, to anti-colonial struggles. I think one specific angle of the Black radical tradition is that it starts and departs from the international struggles of enslaved people, of super exploited workers. So we know that this is already part of the workers' movement. People were not just enslaved, they were also actually producing the wealth that the system, the global system, has actually accumulated, mainly in the capitalist states of the global north. And this is in various complex ways ongoing. And the Black radical tradition, or the tradition of Black radicalism, there's much debate on this term, and who coined the term and whatever. But I think in general, Black radicalism departs from the analysis of the super exploited, the majority of actually the super exploited, not only Black, also brown and other racialized workers, and their struggles. And these conditions of super exploitation were always shaped by brute violence and force. Not just as a beginning moment of the genesis of capitalism, but as an ongoing moment. And that's also where carceral systems actually, play a crucial role. We know from anti-colonial revolutionaries like Frantz Fanon, for instance, that the condition of the colonized was always not just about super exploitation, but that this super exploitation of people and land was actually enforced and secured by brute violence and force, be it through institutions like the police, be it through institutions like the military. From an anti-colonial perspective, actually, these two complexes are strongly interlinked. But there's another connected angle to this, which I find very crucial. That is that obviously revolution is an ongoing process. And also that revolution has much to do also with questions around social reproduction and with care. And that's where actually radical Black feminism comes in, because it has actually shown us that there is no revolution, there is no revolt, and there is no rebellion without the labor of especially gendered subjects and collectives, like who, for instance, cares for the people that have been injured, who cares for the children, who cares for, communities, but also who engages in the active struggle. So that's, I think, where the tradition of Black radicalism, or the Black radical tradition, actually provides a specific angle to theories and practices of revolution and of radical transformation. And I would like to dedicate this conversation
there are obviously always many people that come to my mind. And today is also the International Day Against Police Brutality. So this is a day where many people and collectives in Europe, but also beyond Europe, are mobilizing. And it's, for me, it's sometimes a bit difficult to dedicate to one person or subject. But because I will be speaking about Uri Jallo today also a bit, I would like to dedicate this conversation to Uri Jallo's life, to Uri Jallo, to his legacy, and to his child. Yeah. Merci Vanessa. J'ai tout. Donc aussi te présenter ton lien avec les traditions radicales noires et à qui tu voudrais dédier cette discussion. Tout d'abord, bonjour. Merci Noémie pour organiser cet échange. Je suis membre du collectif Afro-Suisse, donc qui est un collectif antiraciste et afroféministe qui lutte contre le racisme anti-noir, le CAS pour les intimes. Le CAS existe depuis 2009. Dans 3 ans, ça fera 20 ans. C'est voilà, un bel âge pour un collectif. Le collectif est aussi membre de la commission Pondzoi. Je suis aussi aujourd'hui là en cette qualité-là pour représenter la commission. Merci d'avoir fait la recontextualisation. C'est vrai que ça nous tenait à cœur voilà, de rappeler justement que des mobilisations en fait, qui viennent du terrain permettent de bouger aussi les lignes dans ce genre d'espace. Pour compléter la contextualisation, c'est vrai qu'on parle souvent de collectif, mais au moment où cette action a été faite, il y a une personne qui n'est pas membre de collectif, qui avait pris part. Et c'est vrai que ça nous tient à cœur aussi de rappeler que des personnes, enfin, que l'activisme, on le fait pas que à travers. Quand on est militant aussi tous les jours. Voilà, c'est important de rappeler ça. Donc merci à cette personne qui se reconnaîtra. Pour nous, les traditions radicales noires, c'est un héritage en fait des luttes qui partent de nos expériences, de nos vies, de nos vécus. Elles servent à contester en fait le produit des violences qu'on subit, le racisme institutionnel, les hiérarchies qui sont héritées du colonialisme, de la traite de notre peuple. Mais plus largement, en fait, un système qui nous réduit, en fait, qui nous déshumanise. Peut-être pour préciser, quand on parle de radical, on ne parle pas d'extrême. Je vais juste aussi poser ça. En fait, parler de radical, c'est aller à la racine. Hein, c'est aller chercher la vérité et chercher à exiger des comptes. Hein, quand on parle de radicalité, c'est ça. C'est important de le poser, surtout en ces temps. Être radical, c'est aussi chercher des alternatives. Et comme Vanessa, tu as dit, c'est aussi parler de soins. Et dans cette tradition-là, il y a vraiment ces notions de vérité, de responsabilité, de réparation et de transformation. Le collectif, il s'inscrit dans une longue lignée de personnes qui avaient déjà ces pratiques-là, notamment le CRAN ou l'UPAF. Donc l'UPAF, c'est l'Université populaire africaine. C'est Monsieur Mutombo Kanyana qui a fondé cette institution, qui est une des premières en Europe. Dans une logique radicale noire, c'est vraiment ça, parce qu'il y a vraiment un espace en fait de réflexion, de production de savoir. On sait combien la question épistémologique elle est importante, la question de la narration en fait. Donc c'est vraiment se réapproprier nos vies, nos récits. Et dans cette même lignée-là, il y a le CRAN qui a été un des premiers à produire aussi du savoir sur les violences policières et plus largement les violences institutionnelles envers les personnes noires. Donc nous, le CAS, on s'inscrit dans cette histoire, et c'est vrai que la radicalité noire, c'est aussi se rappeler de l'histoire, parce que on sait l'héritage qu'on a, on nous efface. Et dans cette logique radicale, c'est de
se rappeler en fait que les luttes noires, elles ont une longue histoire, comme Vanessa l'a dit tout à l'heure, ce qu'on essaie souvent d'effacer. À qui on déduit aujourd'hui cette discussion? En fait, on les déduit à toutes les victimes de noiricide, parce que oui, on parle de noiricide, à leurs proches, à leur famille. On l'a déduit à Nzoï, à sa famille, à sa sœur, à toutes les personnes qui luttent tout le temps, tous les jours, contre ces violences. On les déduit aussi à Monsieur Mutombo Kanana, qui devrait être là ce soir, parce que c'est vrai que il est initiateur, en tout cas pour en niveau local, pur Genevois. C'est vraiment une grande figure que nous jeunes personnes afrodescendantes, on a été nourris en fait par son engagement et puis par les espaces de soins, de réflexion et de production aussi qu'il a pu offrir. Voilà. Mais oui, et comme tu as dit Vanessa, c'est vrai qu'on pourrait... c'est compliqué de s'arrêter. Mais peut-être aussi rajouter un soutien à nos alliés, parce que c'est vrai que structurellement, c'est compliqué de s'organiser en tant que personne qui est discriminée par les violences raciales pour des questions différentes, mais on a aussi du soutien de personnes qui ne sont pas concernées matériellement par ces violences-là, et voilà, on tenait aussi à souligner ça aujourd'hui, parce que ces personnes-là sont aussi nécessaires dans ce processus. Merci. Merci beaucoup. Donc les deux, vous avez souligné la longue histoire des luttes radicales noires et aussi la multidimensionnalité de ces luttes dans l'espace public, dans la vie de tous les jours, les luttes dans la plantation, dans la colonie, dans la vie d'après de ces institutions. On va se focaliser sur un aspect, une dimension de ces luttes dont je trouve on ne parle peut-être pas encore assez, qui est très important, donc les commissions d'enquête indépendantes. Ce sont des entités autoconstituées. Elles émanent de la société civile et elles cherchent à pallier à ce que Vanessa appelle le non-éclaircissement systémique. Donc le fait que des cas, des enquêtes judiciaires qui portent sur les violences policières et qui entraînent la mort ne sont jamais éclaircis. C'est quelque chose qu'on entendait aussi beaucoup dans le film. Donc vous êtes toutes deux membres de 2 commissions d'enquête. Il me semble qu'actuellement ce sont les 2 seules en cours, agissantes en Europe occidentale. Celle pour Ouri Jalloh a été fondée en 2018 et celle pour Nzoï a été fondée en 2023. Avant de parler concrètement du travail de ces commissions, j'ai tout, Vanessa, est-ce que vous pourriez partager avec nous quelques mots sur ces 2 personnes, Roger Willem Nzoï et Ouri Jalloh, sur qui elles étaient, pour que nous honorions leur vie? Je ne sais pas qui veut commencer. Vanessa, tu veux parler de Ouri Jalloh? Yes, of course. Thank you. Thank you also, Jetu, for grounding us also in the Swiss context. I think that is very important. I will say something about Ouri Jalloh, who was murdered by the German state in Germany, but I think there are so many connections and parallels to the murders of people like Nzoï, Mike Ben-Peter, and others also in the Swiss context, as well as in Europe more generally. And this not just means within Europe, but also at its borders, as well as its externalized borders, so as a part of border imperialism. And I also briefly want to highlight that I stand in full solidarity with that intervention that actually took place also with regards to the festival from which we're now, discussing with regards to this forum. To talk about Ouri Jalloh is, I think, first of all, important because the struggle for Ouri Jalloh draws many connections and parallels, but also because the initiative in remembrance of Ouri Jalloh, which was founded
actually by friends of Uri Jallo right after he was murdered in 2005. So we're going back here many, many years, is a symbol and a model for many, many initiatives that have been founded afterwards. And this also says something about the commission. But let me briefly give some of you some insight about Uri Jallo, who he was, and what actually happened to him. So Uri Jallo was a black man from Guinea who lived in Sierra Leone and who had to flee from Sierra Leone. And what I, and as well as others from the commission and the initiative, always say is the violence didn't start with Uri Jallo's death and Uri Jallo's murder. This is very crucial because we need to connect the various forms of state violence and border violence and imperialism to actually understand the condition that killed Uri Jallo. So he had to flee from Sierra Leone, and many know that Sierra Leone, what is often called a civil war, but you cannot think about a civil war without thinking of imperialist structures, without thinking of neo-colonial structures. So he had to flee from Sierra Leone and thereby also made his way to Germany. And as we know, these ways of people on the move are marked and shaped by the border system and the border violence, which obviously also entails policing, which is a form of policing as well. He arrived in Dessau, Germany. He was seeking asylum there, and also the asylum system and the migration system within the German context, as well as other European contexts and contexts of actually globally, are very violent systems as well. So he was actually already exposed to various forms of violence before he even made it to Dessau and then in Dessau. Uri Jallo had a child that was taken away from him by the state. His partner at that time, or one could say the mother of the child, actually was convinced by the states and other people around her to give this child to adoption. And Uri Jallo was very frustrated. He was not really consulted in this process. It was against his decision. So we see that already, the violence that people are being exposed to, that have to leave their countries, often because of reasons that are related to ongoing imperialism and neocolonialism, and then the border violence he had to endure, and then the state violence with regards to his child he had to endure before he was murdered by the state. I think that's very important to remember. Police violence doesn't just start with the control or with the murder. It usually builds up, so to speak, through various modalities of violence. Uri Jallo was taken to a cell, and that was actually against the law, but we can talk about the role of what's against the law and what not, and how police actually always stretches that capacity. And he was killed in that police holding cell number 5 in Dessau. He was burned, actually beyond recognition. He was not recognizable. The body was not recognizable by his friends and also not by his family. And he was burned while his hands and feet were actually tied to a fire resistance mattress. And, since then, police as well as public prosecutors, and this links us to the violence that is not just the violence of the police, but it's also the violence of the legal system, the violence that is being perpetuated by the public prosecutors. They actually always claimed that Uri Jallo burned himself actually with a lighter. Obviously, family and friends of Jallo never believed this. They found immediately a circle of friends that demanded further investigation of what happened there, that never believed that Uri Jallo killed himself in the police, in the prison, in the holding cell. And I need to say, again here, often we hear this, people then they did kind of suicide. There is no suicide in state institutions. There is no suicide in state institutions. I think that's very, very crucial to state this as a fact. And also, even if people would harm themselves, it's also related to the violence of the state, right? It's also related to the violence of the structure. So to really kind of deny this kind of, explanation that people tend to give. We even had
What happened to Nelson recently, a youngster who actually lost his life in a youth state facility recently in Germany, where they also said, he killed himself. So to really make it very clear, there is no so-called suicide in state institutions. And since then, friends of the initiative, friends of Uri Jallo and his family have been struggling for justice. We will talk a bit about what justice means actually in that case and in this system. And they were hit with massive repression. We always say the first generation of this initiative, of this circle of friends, many of them were deported for their activism. So we have to be very clear about what we're talking here about. It's not just the criminalization of the people who were murdered, obviously also afterwards in the media, for instance, how they're being portrayed and what have you, as well as by various institutions, but also the massive repression and criminalization of people that are fighting for justice. In the case of Uri Jallo, his friends were many also asylum seekers, and their activism had to be punished. So they were actually then many of them were subjected then to the deportation regime. But there's a next generation then who founded the initiative in remembrance of Uri Jallo and who continued the struggle. And what is so, I think, really, really important with regards to this initiative is that although they experienced so much repression, and at that time was not 2020, when they did the first manifestations in 2006 and 2007, there were sometimes 10 to 15 people there. Right. So this is really a struggle at the beginning that was not attractive, that was not people were not invited to institutions to talk about it. People were actually really just experiencing brute force and had to keep on keeping on to fight for Uri and many, many others. And I think maybe to end this here, what is crucial is that the initiative has then also built a network of people. They actually commanded independent expert reports, forensic expert reports, which cost a lot of money. And they've been organizing more than 20 years now to not just investigate the evidence at hand solely by themselves and struggle for an end to state racism and murder, but they actually also laid the groundwork for further initiatives to build on that knowledge. And Jetu mentioned the role of knowledge, right? And the transmission of knowledge and the role of archives as well. So this is definitely crucial. The initiative managed to find Uri Jallo's child a couple of years ago. And I want us all to think about what that actually means. You have a child that has been given up to adoption and you never had the chance to talk to your father. And then when the people who are struggling for justice for your father find you, you actually hear what happened to your father, the person you hoped you would sometimes see and have a talk with, right? And sit down and have a conversation. He can never have that with Uri Jallo because his father was murdered by the state. He's in good contact now with the brother of Uri Jallo. It was a struggle to find him, but also the initiative succeeded in that. And obviously the brother, Saliu Jallo, is very kind of, heart-warmed to be in contact with the child of Uri and the child as well. I also want to mention one brief, but it's not actually a minor point, it's a crucial point. The mother of Uri Jallo traveled to Germany several times to actually visit the court cases. And the aggression and violence that she also experienced. Nobody paid for translators. She was treated, inhumanely, even in these kind of settings. And she also died several years ago. And the initiative always says she died of a broken heart. I think it's very crucial to remind ourselves that this kind of violence is not just directed towards one subject. It really is a violence that impacts whole communities, that impacts families. But I also want to say that the struggle for Uri Jallo and its connections to other people that also have been murdered is a struggle that keeps Uri Jallo alive, also through the struggle, right? It's a form of staying in relation with those that have been killed through struggle and through the care that is part of that struggle as well.
Vanessa, merci pour l'historique aussi de où est partie, d'où vient en fait la commission internationale d'enquête pour Ory Jalloh. Tu as vraiment parlé de l'initiative de son cercle de proches au début des années 2000. Le temps passe très vite, donc peut-être ce que je vais proposer à Gétou, c'est de répondre, de dire quelques mots sur Nzoï, et ensuite d'enchaîner sur la commission d'enquête indépendante pour Nzoï. Quels sont ses objectifs et ses méthodes? Il me semble qu'elle est très inspirée de la Commission internationale pour Ory Jalloh, qui, comme l'a dit Vanessa, utilise des méthodes en fait de forensics, comme on dit en anglais, de médecine légale, pour produire de manière indépendante des évidences, des preuves. Ouais. Merci. Quand on parle d'Nzoï, on parle souvent de sa mort parce qu'elle a été rendue publique. Mais ses proches rappellent souvent, enfin, avec vraiment force, qui il était vraiment, ça appartient à ses proches. Alors, je vais respecter cette volonté. Je peux vous dire ce qui se dit sur Nzoï, ce qui est public. Et après, je vais aussi faire le lien avec ce que Vanessa a dit, parce que finalement, ce meurtre-là, il n'arrive pas soudainement. Hein, c'est la conséquence finalement d'un continuum. Mais avant ça, c'est un homme noir qui avait un cœur immense, profondément retourné vers les autres. C'était une people person, quelqu'un qui aimait les gens et qui allait vers les personnes avec une grande générosité. Malgré le racisme qu'il a connu, hein, il restait quand même une personne très connectée aux autres. On évoque beaucoup sa lumière quand on parle de lui, son charme, son rire, sa présence. C'était un homme fort, un homme élégant, sportif, un artiste et surtout il combattait pour la justice et contre le racisme. L'honorer ce soir, c'est refuser qu'il devienne un symbole, c'est se souvenir qu'avant tout, Nzoï était une vie, une personne, un fils, un frère, un cousin, un ami. Excusez-moi. Alors, la commission, elle a été initiée par les proches de Nzoï. Et puis, plus tard, à la demande de la famille, il y a une collaboration avec Border Forensic a été demandée. Cette Border Forensic a produit en collaboration avec la commission. Donc, la commission, elle est constituée de différentes personnes, des personnes issues du milieu juridique, des personnes issues du domaine des sciences sociales, il y a des personnes militantes. Et puis l'idée, c'était en fait d'aborder l'enquête avec une perspective scientifique. Parce que comme dit Vanessa, finalement, les personnes victimes des violences policières, il y a une répétition. Hein. C'est des histoires, c'est des vies, c'est des meurtres c'est toujours le même narratif. Donc la question, c'est de se dire, mais si c'est toujours le même narratif, c'est pas un incident, quoi. Il y a quelque chose vraiment du système là qui se reproduit et qui donne ce résultat-là. Donc la combinaison de différentes expertises pour permettre d'avoir une analyse qui soit pas simplement une analyse militante qui, dans une logique dans laquelle on est, elle va être minimisée, mais avoir une approche vraiment scientifique. Donc la contre-enquête, elle est vraiment documentée, elle est accessible sur le site de Border Forensic. Ouais. Donc j'encourage vraiment d'aller la consulter. Je ne sais pas combien de temps on a. Oui, alors le temps passe très vite. Donc, ce que je voudrais vous proposer, Vanessa et Gétou, assez rapidement pour qu'on puisse avoir un peu de temps pour parler de l'abolition. Et ensuite, on pourra compléter les questions sur les commissions d'enquête avec les questions du public, parce qu'on aura une quinzaine de minutes. Moi, ce qui me semble important, qu'on n'a peut-être pas qu'il faut que je souligne, c'est que ces commissions d'enquête
produisent une forme de vérité et de justice en parallèle ou en confrontation à un système étatique judiciaire qui n'en produit pas, qui aboutit toujours à des formes de non-lieu, qui clôt les cas. Donc, brièvement, j'aimerais juste vous demander où en est la Commission internationale pour Uri Jalloh. Vanessa, je suis désolée, il va falloir répondre en 1 minute sur quels sont actuellement les outputs de cette commission. Et il me semble que grâce à ça, le cas n'a pas pu être clos. Et la même question pour la commission d'enquête qui fait la lumière sur la mort de Nzoï. On l'a pas dit, peut-être qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas ce cas, même voilà, c'est un cas qui s'est passé ici en Suisse, mais je ne tape pas sur le fait que tout le monde dans l'audience connaisse ce cas. Ça s'est passé à Morges sur un quai de gare et c'est un meurtre policier par arme en fait. Donc, je voulais juste recontextualiser ça pour qu'on soit tous sur la même page. Donc voilà, juste en quelques mots, les résultats et les formes de vérité et de justice qui ont été produites pour qu'après on puisse parler d'abolition aussi. Je donne la parole d'abord à Vanessa sur la commission Uri Jalloh. Yeah, thank you very much, Noémie. I'll try to keep this brief. I think one model for us was obviously the Truth Commissions in South Africa. And I think that's very important because the Truth Commissions in South Africa were actually a part of a people's tribunal, a part of a people's commission, right? To kind of investigate, like Jetu just said, counter-investigate the violence of apartheid, as well as not just drawing on experts in the more narrow, professionalized sense, but that the people are experts of their own conditions. And this is something that then the initiative in remembrance of Uri Jalloh, with some of the friends and supporters of the initiative and the family, obviously, then talked about. And then the commission was founded in 2018. So that was 8 years after Uri Jalloh, this wonderful person was lives was taken away. And we looked at various models, because there are many Truth Commission models. Some comes with their own problems and what have you. We looked at the People Tribunal. So we did an international kind of study of what is out there and what actually, what model would kind of work. And then it was the family and the initiative that called upon various people, social scientists, forensics, lawyers, and activists and organizers. And then we built a commission with 3 sections, maybe to briefly say this. So there's a forensic section, there's a kind of lawyery, legal section, and a social activist section. And the aim was, and we see already, and that maybe relates to the question of truth, as well as to the question of justice, the way this commission was then set up, and we had conversations with also comrades in Switzerland that inspired also as far as I know, the building of the commission, of the Nzoï Commission, was really to kind of say what even the legal system can provide is not what we're looking for when they're obviously part of the system. So they will never give us that. It's not a mistake. It's set up by design like this. But what we actually wanted is also to kind of say that the section that looks more at the legal question would kind of expose how legal racism and in the class justice system actually operates. And obviously the forensics would do a counter investigation. Because often for the families, it is important to know what actually happened. But for the third part of this, the activists and socialists, and they're all interconnected, obviously, is really the point to say, what are the other dimensions of violence that actually made possible that this was so systematically covered, but also the violence that Uri Jalloh had to endure with regards to, the imperialist war and condition in Sierra Leone, with regards to the border violence, and then to find creative ways, very different than legal ways, creative ways, community ways to kind of expose that truth and also link this to other fates of violence, but also to think about how this whole process is also a process that is very labor intensive, but also it is still a process that enables us to take our power back.
with regards to counter investigation, with regards to exposing the violence of the system, and thereby also building political power to move in the struggle to fight it and to build a different and alternative world. Merci Vanessa, j'ai tout. Est-ce que tu veux dire quelques mots sur le... Pardon ? Oui, alors il nous reste environ officiellement 5 minutes, on va un petit peu dépasser. J'espère que c'est OK. Pour quand même prendre le temps de parler de l'abolition, je crois que j'ai le droit de dépasser de 5 minutes parce que Gétou et moi avons un compteur un peu stressant devant nous. Voilà. Donc je trouve que c'est quand même important de parler des résultats. Donc tu as parlé de ce rapport que vous pouvez tous consulter en ligne de Border Forensics, la contre-enquête sur qu'est-ce qui s'est vraiment passé sur ce quai en gare de Morges. D'autres résultats peut-être aussi en termes de justice, assez brièvement. Et voilà, c'est la question. Oui, j'ai pas pu contextualiser le meurtre de Nzoï. Donc effectivement, il a pris le train. Donc il faut s'imaginer une personne qui prend un train, qui s'arrête à une gare et ne rentre pas chez lui. Donc ça, c'est l'histoire de Nzoï. Tout ça parce qu'il est noir. Donc la commission, ce qu'elle a pu mettre en lumière, c'est que c'est pas comme la narration que la police a donnée dans les médias. Donc il y a vraiment toute cette machine médiatique qui s'est lancée, qui a repris sans remettre en question tout le narratif de la police. Ce que Vanessa, tu disais, sans faire d'enquête, sans faire d'appel à témoins. Donc c'est des personnes militantes qui ont dû faire tout le travail que normalement la police que le ministère public est censé faire. Comme disait Vanessa, en fait, ces gens-là produisent cette violence. C'est le même système. Donc ils produisent la violence et ils vont pas. Évidemment, la deuxième violence qu'ils vont produire, c'est nier la violence qu'ils ont faite. Donc c'est le travail de personnes militantes qui a pu changer ce narratif initial, qui évidemment impacte l'enquête du ministère public et puis la quête de vérité et de justice. Donc la contre-enquête documentée par Border Forensics, en fait, c'est des choses que normalement on attend des institutions malheureusement judiciaires de faire ce travail-là. Mais dans ces situations-là, effectivement, ils ne le font pas. Comme on a vu dans le film, le film l'a justement dit que disait aux jeunes, en fait, si toi tu tues quelqu'un, t'inquiète pas, toi tu vas aller en prison. Il y aura toute une machine qui va se mettre en route. Par contre, quand c'est nous, il y a rien du tout. Et l'histoire de Nzoï et de la famille de Nzoï met en lumière ça. La contre-enquête, elle est partie sur elle s'est basée sur des données qui sont publiques. Donc il y a eu une récolte de données, il y a eu des vidéos de témoins qui ont pu être analysées et puis qui ont pu être les métadonnées. Voilà, toutes les métadonnées qui ont pu être analysées, qui ont permis en fait de refaire une chronologie des événements et notamment de mettre en lumière un des mensonges qui a été clamé dès le départ, qui prétendait que Nzoï avait une arme. Et en fait, les résultats de l'enquête montrent que c'est un mensonge. Donc, c'est vrai que cette production, justement, de savoir, elle est nécessaire dans ce genre de moment-là parce que, en fait, ça met en lumière que non seulement l'État tue une première fois, mais elle tue une seconde fois en mentant et en gardant seulement le narratif des auteurs de violence. Donc la chronologie, elle précise, il y avait vraiment tout un enjeu en fait sur ce qui s'est passé, à quel moment, et l'enquête de Border, l'analyse de Border Forensics, elle a permis de mettre ça en lumière. Au niveau de la méthodologie, des méthodes qui ont été utilisées, elles sont vraiment similaires à ce que Vanessa a décrit tout à l'heure. Donc il y a vraiment des outils d'analyse visuelle, spatio-visuelle. Il y a des reconstitutions sur plan en 3 dimensions.
ainsi qu'une analyse très très fine des images qui a pu justement permettre de se rendre compte que le narratif de la police était faux. L'objectif de cette commission et puis de cette contre-enquête, l'idée c'est pas de produire une opinion, c'est vraiment de transmettre une analyse fiable fondée sur des traces pour donner accès à la justice, et de montrer que souvent la police dit c'est pas possible. Non, c'est possible, donc il y a vraiment une non-volonté institutionnelle de chercher la vérité. Les conclusions du rapport, elles ont été rendues publiques en août de l'année passée, le 25 août dernier. Il a permis vraiment de mettre en lumière des zones d'ombre. Pardon, ce que j'ai oublié de dire et qui est très importante, c'est que dans un premier temps, le ministère public avait classé l'affaire. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont dit il n'y a rien à voir, il n'y a rien à signaler. Les événements, les policiers ont fait leur travail comme il faut. Et en fait, c'est grâce au travail de la commission qui a permis de réouvrir le dossier au niveau pénal. Donc ça, c'est aussi important d'avoir en tête que en fait, l'État n'a pas fait son travail. Donc son travail, quand il y a une personne qui est lésée, là, plus que lésée, il y a un meurtre, normalement, l'État est censé faire une enquête, chercher des témoins, recueillir des preuves, faire attention à séparer, par exemple, les personnes qui sont accusées. Enfin, voilà, il y a toute une procédure qui est faite, et en principe qui est faite dans d'autres situations, mais dans cette situation-là, ça n'a pas été le cas. Les policiers n'ont pas été... les gens ont pu discuter, ils ont pu se mettre d'accord sur certaines choses. Enfin, voilà, il y a vraiment une négation de justice après avoir eu la négation de l'existence de Nzoï. J'essaye de... Je pense que je peux, je pense qu'on peut passer. Alors, on n'a plus beaucoup de temps. On va essayer de prolonger ça avec les questions du public. Mais moi, ce que je pense qu'il est important que vous mettez les deux en évidence avec le travail de ces commissions d'enquête indépendantes, c'est qu'elles font un travail que l'État ne fait pas, parce que l'État n'a pas intérêt à le faire dans un système suprémaciste blanc, raciste et capitaliste. Voilà. Et que du coup, ce travail met en évidence l'importance, la possibilité aussi que quand le peuple, quand des gens, des civils se mettent ensemble, ils peuvent produire un travail de qualité selon plusieurs régimes de savoir, la médecine légale, les sciences sociales, et produire une justice et une vérité extra-étatique. Donc ça nous pointe vers l'horizon de l'abolition de la police. Et j'aimerais vous interroger, et il va nous rester très peu de temps pour ça, donc je vais synthétiser toutes mes questions que j'avais préparées sur l'abolitionnisme, et on verra si la discussion avec le public va dans ce sens, je l'espère. Vous demandez, en fait, Vanessa, pour toi j'ai une question plutôt historique. Est-ce que tu peux revenir sur les racines historiques de l'abolitionnisme noir, d'où ça vient, et comment est-ce qu'on peut, comment on peut se permettre pourquoi c'est si important de se dire qu'on peut abolir la police? Donc ça, c'est la question pour Vanessa. Et je suis désolée, mais il faudra prendre vraiment 3 minutes et on pourra, j'espère, prolonger ensuite. Et je te poserai ta question après. Okay, that's a huge question, but I hope I can reply to it in 2 to 3 minutes. Noémie, thank you. So the abolitionist history actually dates back to, like I briefly already said, the struggles of enslaved people, super exploited people in the colonies, on the slave ships, in the plantations. And it is a struggle that is not just against the plantation economy. It is a struggle that is against capitalism as a whole. I think that's very important. Slavery is one part of capitalism, right? So they were not just saying, oh, please, let's get rid of slavery so that we can become what Karl Marx called wage slaves. But it was actually a more general and broader struggle. And it has smaller notions, larger notions, rebellions, revolts. The Haitian Revolution is crucial. No talking about abolition without
mentioning the Haitian Revolution, where people, and it was mainly enslaved workers, but also formerly free people, as well as, for instance, Polish land workers that were actually, and this shows us that abolition is a multiracial project. It departs from Black struggles, but it is a multiracial project. It's not just these Black folks over there. I think that's very crucial. And it has its continuations, right? So when slavery was formally abolished, you had new forms of super exploitation, which were always secured by violence and carceral systems, like the passport systems. Police started to develop, etc. So there's an ongoingness of abolition, if you will. And abolition always refers to two main principles. One principle, we can say, is a principle of negation. It is an attack against the system that we're talking about. And I have to say that we have to be clear about this. I don't want to la around this here, right? This is a struggle that is it's a struggle for lives. It's a struggle for a kind of better world, but it also means that the system we live in has to go. So that is the form of negation that abolition encompasses. But what I think is more important is the form of building, is the form of reconstruction, a different world, another alternative. And it's not just an utopia. It's a prefiguration, which actually means that people are doing it already. Enslaved people that fled from the plantation and formed the quilombos in Brazil, or the Palenque in Colombia, or the Maroon communities in Jamaica, or Haiti, as a republic. So that you really kind of see it was about the building as an alternative. And this building often, not always, it comes with its pitfalls as well, includes building alternative economies, relations, and how we relate to land and nature. So this reconstruction already encompasses the birthing of new worlds. I think that's very crucial. And there comes a moment when abolitionists start to focus more and more on police and prisons, because these are the carceral systems we actually see expanding against the kind of colonial counter-revolution, against revolutionaries of the 1960s and 70s, and against the background of neoliberal restructuring. We don't see a country in the global north, for instance, that has not increased its police budgets massively since the 1980s. And I'm not just talking US here. I'm talking European countries as well. Police budgets expanding, border regimes expanding. That's the point where abolitionists start to also focus on these carceral systems as part of the struggle of the multiracial proletariat, as part of the struggles of the exploited and dehumanized collectives. And that's why these are so crucial sites of this struggle. But it obviously also entails pushing back against these carceral systems and building infrastructures, social infrastructures of care and relation, which actually, create a better world for everyone. Oui, merci Vanessa. Je trouve que tu mets deux choses en avant. C'est qu'en fait, l'abolitionnisme vraiment nous demande d'ouvrir notre imagination, mais en même temps nous montre que cela se fait déjà sur le terrain, qu'il y a déjà des espaces, et notamment pour moi les commissions d'enquête indépendantes, où les pratiques qui permettraient à un monde sans police et sans la violence, donc que vous avez toutes les deux dénoncées, pourraient en fait, si elles étaient amplifiées, pourraient nous permettre à tous de mieux, et là je prends un de tes concepts, de mieux respirer, d'être dans un monde respirable. Je sais que tu empruntes aussi ce concept à Fanon. J'ai tout. Quand on préparait notre discussion, tu me disais que dans la commission indépendante pour Enzoï, vous étiez en train de discuter de plus en plus et d'élaborer en fait votre position par rapport à l'abolition. Est-ce que tu pourrais me dire quelles sont ces réflexions, comment on pense l'abolition de la police depuis ici en Suisse? C'est vrai que ce souhait est arrivé parce que dans les échanges qui ont pu avoir lieu au sein de la commission et puis durant les différents moments de travail, c'est que très vite, en fait, on s'est heurté à une limite. Même quand on établit des faits, même quand les documents manquent, il y a beaucoup de choses que j'ai pas dites, mais des choses très choquantes. Il y a des audios qui manquent. Enfin, voilà, il y a des choses. La police a menti. Enfin, je veux dire, voilà, il y a vraiment une négation de la vérité, et puis c'est factuel, c'est prouvé. C'est que ce qu'on remarque, c'est que les institutions judiciaires, elles se protègent entre elles.
En fait, il y a personne qui va remettre en question la pratique du ministère public, la manière dont l'enquête a été jugée, la manière dont les familles, comme Vanessa disait tout à l'heure, hein, je ne l'ai pas repris, mais effectivement, les familles aussi subissent en permanence en fait, ces violences administratives et judiciaires, le non-accès à certaines choses, ou bien comme tu disais aussi Vanessa, le manque d'interprétariat par exemple durant la procédure. Voilà, c'est toutes des violences en fait qui continuent. Et donc face à ce constat-là, hein, donc cette volonté institutionnelle de maintenir cette violence et une violence qui s'inscrit dans la durée. Parce qu'il y a le meurtre, mais il y a toute cette violence dont je viens de parler. Donc, à un moment donné, la question, c'est de se dire, mais si ce système qui produit ces violences, il les rend possibles, ce système, ces violences, il les produit, il les rend possibles, il crée un contexte pour qu'elles puissent exister et se perpétrer dans le temps. Est-ce que le problème, c'est pas juste un dysfonctionnement, c'est pas y a un policier qui a dérapé, une bavure ou une pomme pourrie dans le panier? Non, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de structurel. Donc c'est quand on arrive à ce postulat-là, après cette réflexion-là, de se dire c'est pas un dysfonctionnement, un accident, mais il y a quelque chose vraiment de structurellement organisé, comme vient de dire Vanessa. En fait, du coup, l'abolition devient une évidence. C'est ça, tout simplement. Parce que c'est ouvrir, en fait, penser l'abolition, c'est ouvrir un espace où on peut repenser. Ouais, c'est des espaces où on peut repenser les choses comme elles ne devraient pas l'être. Hein. C'est aussi poser la question de c'est quoi réellement la sécurité, hein, en fait. La sécurité, elle qui a le droit d'être en sécurité, qui a le droit de vivre dignement dans ce pays, qui a le droit de se sentir protégé, de se sentir d'avoir de soins, en fait. Et la question, comme tu disais Vanessa au début, la question de l'abolition, elle ne se limite pas que à la police, parce que c'est vrai que dans les différentes situations, en tout cas les situations suisses, il y a vraiment une articulation entre violence policière et violence médicale, violence de soins, en fait, qui a le droit d'avoir un soin, qui a le droit de bénéficier des premiers soins de secours. Enfin voilà, il y a vraiment cette logique-là quand on parle de protection, je parle de ça, je parle pas d'avoir des caméras, mais voilà, de ce soin et cet accès à une dignité en fait. Hein. Donc en fait, quand on réfléchit à ça, évidemment que cette institution-là qui produit ces violences et qui fait tout pour les maintenir, elle peut pas en fait répondre à ces besoins-là de soins, de sécurité et de vérité. Donc il faut qu'on la change. Et la changer, on peut pas la changer, comme Vanessa disait, c'est une structure qui date depuis longtemps, donc on peut pas changer quelque chose qui est pourri déjà dès la base. Hein. Donc il faut arracher et puis repenser quelque chose d'autre. C'est dans ce sens-là. Ouais. Merci. Alors, j'ai eu un panneau Q&A, donc on va passer aux questions du public et j'espère que ces questions-là prolongeront cette discussion sur l'abolition. Ce que je vais vous proposer, c'est de prendre 3 questions à la suite. Voilà, est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient poser des questions? Manifestez-vous en levant la main. Et il y a un micro qui va venir vers vous. On prendra 3 questions à la suite. Et si vous pouvez vous lever, c'est super. Alors, il y a une question tout au fond. Une première question tout au fond, mais je ne vois pas très bien la personne. Mais on va l'écouter. Je ne vois pas d'autres questions. Ça marche. Merci beaucoup pour le film et pour Alors, attendez, on ne vous entend pas encore. Et avant, pendant qu'on règle votre micro, je vais demander à la technique d'afficher derrière moi je ne sais pas si c'est possible de le faire tout en ayant à l'image Vanessa, voilà, des QR codes pour soutenir la commission pour Enzoï et aussi un lien pour soutenir la nouvelle campagne qui est menée par le réseau Douri Diallo.
Voilà, j'espère que c'est réglé la question du micro. Je crois. Ouais, super. Je ne vous vois pas, mais je vous entends. Merci beaucoup pour le film et pour la discussion sur ce sujet tellement crucial dans une perspective suisse et en lien avec le travail phénoménal que vous avez fait dans cette commission. Est-ce que vous avez des relations, est-ce que vous avez été approché par d'autres collectifs qui travaillent aussi, qui font un travail d'enquête sur les violences policières, peut-être dans d'autres contextes, notamment la criminalisation de la solidarité avec la Palestine ou des luttes pour le climat, ou d'autres collectifs aussi de personnes racisées, victimes de violences policières et de violences d'État. Merci. Alors, merci pour cette question. Donc, c'est une question qui porte sur l'articulation ou le réseau entre les commissions d'enquête indépendantes et d'autres espaces de lutte. Donc, je pense que c'est un peu une question qui porte sur la convergence des luttes. Je regarde le public pour voir s'il y a d'autres questions, parce que mon idée, c'est d'en prendre 3 à la suite. Oui, je vois une question là. Une personne juste là. Oui, j'attends pour demander la question. Je demande maintenant. Allez-y. Je peux le dire en anglais ou est-ce que c'est une question un peu compliquée? Allez-y en français et c'est traduit. Ok, ouais, je Voilà. vais essayer de. Si vous pouvez rester okay. Synthétique, ce serait super. Oui, désolé. Merci encore pour le film, comme elle a dit. Et je sais que l'abolition du système, c'est une procédure qui est très très difficile, mais on va dire que ça c'est déjà arrivé. Et parce que c'est clair qu'il y a tout qui a besoin de changer, c'est pas une question. Donc, dans le cas qu'on a tout changé, comment on pourrait plus entretenir les initiatives qui sont antiracistes, pas juste dans les institutions, mais aussi dans la vie de tous les jours, parce que je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans les gens, dans les humains. Et c'est une question compliquée, je sais, mais... Non, je pense que j'ai bien compris. En fait, c'est comment on amplifie la justice après l'abolition. Oui. Comment se comment fait la justice après l'abolition? Parce que peut-être on se dit peut-être que on brûle toutes les institutions étatiques, mais du coup ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de tort. Oui, exactement. Ouais, d'accord. exactement. Merci. Est-ce qu'il y a une troisième question dans le public? Voilà, une troisième question tout au fond, et ensuite je vous laisserai Vanessa et Gétou répondre aux questions qui vous ont le plus inspiré. Bonsoir, merci beaucoup pour cette discussion super intéressante. J'avais juste une question sur les narrations en fait autour des explications pour abolir la police, que dans certains contextes, par exemple aux États-Unis, on sait qu'il y a la continuité entre les brigades qui allaient à la recherche des esclaves qui s'échappaient, ou les continuités coloniales en France ou en Allemagne, ou même la continuité du fascisme. Comment est-ce qu'on explique au public lambda en Suisse qu'il est nécessaire d'abolir la police, que c'est une institution foncièrement, elle aussi, pétrie de racisme et de colonialité, quand il n'y a pas des exemples aussi, pas faciles, vous voyez ce que je veux dire, mais aussi marquants et historiquement prouvés, on va dire. Merci. Merci. Donc ça, c'est une question sur la spécificité suisse, comment on argumente pour l'abolition, en faisant comment on historicise aussi le lien entre la police suisse et aussi, tu parlais des institutions psychiatriques, des institutions de soins qui ne prennent pas soin, et leur histoire coloniale est liée à l'esclavage. Donc je pense que c'était plus une question pour toi, Gétou, mais comme Vanessa a aussi travaillé beaucoup sur la Suisse, peut-être qu'elle aura un avis. Donc on a ces 3 questions: convergence des luttes, comment on fait justice après l'abolition, et comment on argumente ou comment on historicise les institutions étatiques qu'on veut abolir dans le contexte suisse. Je vous laisse décider auquel vous voulez répondre et qui veut commencer. Vanessa, est-ce que tu... Gétou can also go first. If you want Gétou, you can also go. Like I'm not seeing both of you, so I'm not there in the room. I don't get the atmosphere. You just tell me when I can. Tu ne nous vois pas. Okay, you don't see us. Yeah. Tu veux commencer, Gétou? Yes.
Jétou va commencer. Merci pour les questions. Alors moi, je ne suis pas experte. je parle d'un point de vue militant, donc je ne suis pas une académicienne. Donc par rapport aux convergences des luttes, la première question qui a été posée, je ne peux pas répondre si il y a... la question, si je me souviens bien, c'était est-ce qu'il y a eu des prises de contact, c'est ça ? Ça, je ne peux pas répondre. Par contre, je peux répondre qu'effectivement, dans une logique abolitionniste, la convergence, elle est évidente. Ça c'est indéniable. Après, la deuxième partie de la question qui était avec les liens avec les différents collectifs qui travaillent sur ces questions-là, alors oui, ça l'est. C'est difficile de s'organiser, mais effectivement, il y a différents comment on dit, il y a différents projets en cours transnationaux. En automne dernier, on a pu avoir une rencontre en fait avec d'autres collectifs européens, des personnes qui venaient de Londres, des personnes. On s'était vu avec Vanessa à Berlin. Avant ça, il y avait aussi à Paris, on a pu rencontrer d'autres personnes, d'autres collectifs, notamment un collectif français. Donc il y a tout un réseau en fait qui existe, des gens qui travaillent sur ces questions-là depuis longtemps, avec évidemment des contextes différents que le nôtre, parce que la Suisse a quand même aussi une spécificité. Donc oui, le travail de réseau, il est nécessaire. Il est nécessaire parce que, typiquement en Suisse, je ne vais pas revenir sur la contextualisation, mais c'est vrai qu'on a tendance à se dire, on n'est pas concerné par ces questions-là. C'est des questions qu'on a l'habitude de les voir aux États-Unis, mais en France, voilà, c'est quelque chose qu'on entend. On a des personnes courageuses à ça, qui sont connues de tout le monde, finalement. Mais c'est vrai qu'on oublie le contexte suisse. Et puis, c'est aussi une volonté... du capitalisme et du racisme, en fait, de faire que les personnes qui subissent, qui sont directement concernées ne soient pas en lien, en fait. Et l'enjeu, là, c'est vraiment d'être en lien, et le fait d'être en lien, ça permet de montrer que les récits, les meurtres et les violences ont les mêmes schémas, en fait. Et que c'est pas... Ce qui est arrivé à Nzoï, ce qui est arrivé à Ouri, ce qui arrive aussi à Mike, la liste est longue, mais c'est à chaque fois le même scénario, c'est à chaque fois le même narratif donné par la police, repris par les médias, mobilisé par le système pénal. Donc, en fait, la nécessité de créer du réseau, de travailler ensemble, ça permet d'être plus fort et de montrer que c'est effectivement une question systémique et pas la police française qui est plus violente ou la police vaudoise. Là, en Suisse, on a beaucoup la police vaudoise, mais voilà, ce travail en réseau, il est nécessaire, mais comme disait Vanessa, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, et puis ça demande des forces, de l'argent. Voilà, donc... Les codes QR derrière moi, il y aura aussi un autre lien qui va circuler. Est-ce que Vanessa non, peut-être réponds-toi, et après on donnera la parole à Vanessa. Après... Le public, s'il y a d'autres questions encore. Par rapport à la question sur... moi, je l'ai comprise. C'est marrant, moi, je l'ai comprise avec le racisme au quotidien. Je me suis dit, tiens, tout d'un coup, est-ce que c'est... Voilà. Mais voilà. Comment on répare dans un contexte abolitionniste ? On a dit tout à l'heure, il y a la notion de soin. Donc, le but, quand on est abolitionniste, c'est... Effectivement, vous allez vous dire, mais ils sont abolitionnistes, mais ils veulent quand même la procédure pénale, etc. Ils sont pas cohérents, contradictoires, etc. Donc, quand on est abolitionniste et qu'on mobilise quand même l'outil pénal, c'est pas parce qu'on veut que les policiers aillent en prison, etc. C'est pas ça l'enjeu. L'enjeu derrière, c'est vraiment de montrer qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé là, en fait. Le but de ce travail des familles, c'est de montrer qu'en fait, les personnes ont été tuées parce qu'elles sont noires.
ou parce qu'elles sont tout simplement discriminées par la race. Parce en Suisse, voilà, nous on parle des personnes noires parce que c'est notre travail, mais il y a d'autres personnes discriminées par la race qui ont été tuées par la police suisse. Donc c'est de montrer que ces meurtres par les policiers suisses sont inscrits dans un contexte qui produit ces violences-là. Donc le but, c'est de visibiliser en fait le processus qui amène à ces violences-là, à ces annihilations en fait de vie. Donc dans l'idéal, il y a toutes ces justices restauratives. Voilà, d'avoir une reconnaissance de la violence qui a été produite et que cette violence ne se reproduise plus et aussi le continuum ne se reproduise plus. Et puis il y a une autrice que j'avais notée, je voulais me rappeler mais j'ai perdu mon post-it, qui a vraiment visibilisé ça en disant que la violence elle s'arrête pas au moment du meurtre. La violence elle se poursuit. Ce que Vanessa expliquait tout à l'heure, à ce qui arrivait à l'enfant d'Uri, ce qui est arrivé aux proches de Nzoï ou d'autres personnes victimes en Suisse, il y a vraiment ce continuum-là. Et puis dans une logique abolitionniste, c'est de se dire comment on prend soin des victimes, comment on prend soin des proches, comment on reconnaît la violence qui a été perpétrée et qu'est-ce qu'on en fait collectivement. Donc c'est ça en fait l'objectif. Et enfin, comment expliquer au public qui n'est pas libre que la Suisse voilà. Est un État sans colonie. C'est ça. Il n'y a pas de colonialisme. Voilà, c'est ça. D'où elle vient la richesse de la Suisse? Bon, voilà. La Suisse, elle a rien, en fait. À part, sa richesse, elle vient du pillage. Donc ça, c'est pas moi qui le dis, c'est pas nous. Il y a des historiens et d'historianiques qui ont produit des choses. Ça fait depuis longtemps. Maintenant, ça devient vraiment public. Mais il y a vraiment toute une production de savoir sur la colonialité de la Suisse. Et puis après, le lien aussi avec les soins, c'est aussi de peut-être nous, là aujourd'hui, on a beaucoup axé sur la question raciale, mais les violences, elles viennent aussi au niveau de la psychodiscrimination et notamment c'est intéressant parce que l'année passée il y a eu une table ronde où justement il y a eu un pont qui a été fait avec donc en Suisse il y a vraiment à Genève il y a eu tout un mouvement anti-psychiatrie dans les années 70, 80, 70 ouais. Et c'était intéressant de voir parce que on était deux mondes qui c'était vraiment des post-68ards qui ont, je sais pas s'il y en a dans la salle, mais voilà, qui ont été assez, ça serait chouette d'ailleurs, qui ont été actifs en fait sur les questions antipsychiatriques et comment, parce qu'il y a une personne qui avait été tuée par la police à l'époque, et cette personne était concernée par les questions de psychiatrie, et comment en fait la police elle tue. Enfin voilà, et ce lien entre antipsychiatrie et violence policière raciste, ça a été un moment en fait où ça a été intéressant de voir comment des histoires de lutte finalement vont se rencontrer. Parce que ces personnes-là n'étaient pas forcément des personnes qui allaient dans nos espaces antiracistes. Donc, comment faire comprendre aux personnes qui ne sont pas militantes que la police est violente? Il y a aussi, ça a été montré dans le film, je ne sais pas si vous avez pu voir, mais il y a un moment, un jeune qui a dit « Ah oui, mais de toute façon, les Blancs, et tout d'un coup, ils se rendent compte que la police, elle est violente, mais nous, c'est tous les jours. » Et c'est vrai que dans l'actualité, bon, ça date un peu, mais il y a eu en France vraiment tous ces phénomènes avec les gilets jaunes, où tout d'un coup, les gens se rendaient compte que la police était violente. Et puis avec les mouvements écologistes, les ZAD, etc. Voilà, là, il y a quand même quelque chose qui se passe où les personnes blanches se rendent compte que la police, elle les touche aussi. Et malheureusement, ce qu'on se rend compte, c'est que souvent, les personnes blanches se rendent compte quand elles sont aussi concernées. Je souhaite à personne de vivre des violences policières, mais c'est intéressant de se rendre compte comment tout d'un coup
ces violences-là, elles sont mobilisées par d'autres personnes. Ouais. Oui, et puis c'est là qu'on voit ce dont parlait Vanessa sur le capitalisme racial comme matrice commune, historique et ongoing, continuelle de ces violences qui ne sont pas exceptionnelles, comme tu le disais, mais qui, en fait, sont les motrices de la reproduction de ce système. Je regarde les organisatrices. Je pense que Vanessa a préparé quelques réponses. Je n'ai pas vu de main levée dans le public. Le temps est écoulé, mais j'espère que Vanessa peut encore prendre... Ouais. Pardon ? Oui, voilà. Donc Vanessa, on va, je pense, conclure cette discussion avec tes réponses. On a écoulé le temps. Parce que je crois que tu t'es un peu isolé de nous, donc on a écoulé le temps. Donc voilà, est-ce que tu peux dire quelques mots sur ces trois questions ou la question qui t'a le plus inspiré? It's difficult to choose one, but let me try. And maybe I can also bound them together a bit. Switzerland is a neo-colonial capitalist state, and every neo-colonial capitalist state needs processes of domination. One of these processes is racism. And the role and function of the police in Switzerland is not so different from the role and function of the police in the US or in Germany. And even in Germany, the police is not just tied to National Socialism and fascism, it's also tied to colonialism and to the control of the working class as well, right? So even of the white working class, like there's a long history of the police actually playing a crucial role in controlling a wage laborer, in smashing their resistance. So I think, and as Jetu said, racialized working class people are especially vulnerable to this, and this has structural reasons, but not only, and it's also especially vulnerable to this violence, especially people who are in psychological crisis. When we look at the people actually who have been killed, majority were in psychological crisis, and majority were also exposed to the border violence system. And I think it's like Jetu and Noemi already said, important to not exceptionalize Switzerland with regards to this history and even with regards to this presence. When we talk about solidarity, I think it's really crucial to understand that we see many continuations here. The violence that the Palestine Solidarity Movement, massive state violence, is currently experiencing is very much linked to the violence we see that, Black people when they revolt are experiencing, as well as other, racialized or even leftists in different ways. But still, I think that's where we need to make the connection. Like Jetu already said, that's where we need to make stronger connections. Also, many connections already exist. Abolish Frontex is one example. The migrant justice struggle in Europe in general is an example. Police violence and deportation always played a role in these struggles, to struggle against these systems. So I think it's also sometimes about kind of turning to our legacies of histories, where the struggle of carceral violence didn't just started in 2020 or even in the 2000s. With regards to the migrant justice movement, it was already around in the 1970s and 1980s, especially also with the youth movements moving against police violence. And there were also sometimes tribunals happening in different ways, like smaller, as well as activist conferences, gatherings, where people were kind of exchanging knowledge and also strategies. And I think we need to rebuild that, because what we need, not just with regards to the war at home, and I understand the war against migrants at the borders and the war against our youth, the war against our siblings who have are in psychological crisis, it's a war, it's a domestic war, and it's linked to imperialist wars as well. So I think what we actually need is a new internationalism and to build on the structures that are already there. And with regards to the question of justice after abolition, I think abolition is justice. It's really
Because when we think about these kind of new models of alternatives, then first of all, it is not just the question of how do we react to violence, but when we're grasping the structures of violence at the root, we can definitely be sure that less violence will be happening. So we can already start there, because we see most of the people who are in prisons, most of the people who are killed by police are actually vulnerabilized by this system. So if we get rid of the systems, then a lot of violence would actually not even perpetuate itself like this. And then we can also turn, Jitu already said it, to forms of reparative justice, to forms of restorative justice that do not focus on punishment, but do actually focus on repair. Do actually focus on the question what people that have been harmed by violence actually really need, and what people and everyone actually needs to be safe in this world. And these are rather social structures of care than structures of punishment. Merci Vanessa. Je pense que c'est vraiment bien de terminer cette discussion en mettant l'accent sur le fait que nous avons besoin de structures de soins et non pas de structures de punition. Vous voyez derrière moi à l'écran donc les coordonnées bancaires. Donc faites une photo, allez sur le lien de la nouvelle campagne lancé par les proches d'Ouri Diallo pour mettre en réseau justement les familles de victimes de violences policières. Il y a aussi le QR code pour soutenir la commission indépendante pour Nzoï. Elles l'ont dit, mais c'est vraiment des commissions qui ont besoin de ressources financière. Donc, juste en y participant, vous faites partie déjà aussi du mouvement vers des structures de soins. Merci beaucoup, Jitu, Vanessa, pour votre présence ce soir, pour vos mots, vos analyses, pour la beauté de votre radicalité. Merci au FIFDH. Merci pour sa patience quant à ma non-gestion du temps. Et merci infiniment aux interprètes. Et aussi désolée si on a parlé un peu vite. J'espère que ça a été. Merci au public pour sa présence et je l'espère qu'on continuera à tisser en fait les fils de ce rêve en fait d'une société qui prend soin.